On va ici découvrir le principe de Pascal. Ce principe doit son nom bien sûr à Blaise Pascal, hein. C'est un principe qui est associé au concept de pression hydrostatique. C'est ce qu'on voit d'ailleurs ici sur cette illustration, hein. C'est une expérience mise au point par Pascal. Alors je ne vais pas parler de cette expérience ici, on la découvrira dans quelques minutes. Mon but dans cette séquence est de te faire comprendre cette expérience. Alors, ben voilà, tout part bien sûr de la notion de pression hydrostatique que je vais ici illustrer avec un simple bassin rempli d'eau. On va faire des expériences de la pensée avec ce bassin et on va considérer bien sûr ici la pression due à l'eau que contient ce bassin. C'est la pression hydrostatique qu'on a ici qui est donnée par la formule ρGH qu'on a vue dans la séquence précédente, donc consacrée précisément à la pression hydrostatique. Alors voilà, ρ, juste pour un petit rappel, ρ c'est tout simplement la masse volumique du liquide. Ici, on va prendre de l'eau pour faire simple. G, c'est l'accélération de la gravitation terrestre, à peu près 10 mètres par seconde au carré. Et H, c'est tout simplement la profondeur ici de ce bassin. C'est la hauteur d'eau qu'on a dans ce bassin. Et donc P représente tout simplement la pression sous cette hauteur, c'est-à-dire la pression ici dans le bas du bassin, sur le fond du bassin, au fond de l'eau, ici. Voilà, donc ça c'est la notion de pression hydrostatique et je te propose ici quelques petites manipulations avec ce bassin pour finalement te montrer que cette pression ne dépend pas de la quantité d'eau qu'il y a ici dans ce bassin. Alors ça peut paraître paradoxal, mais tu vas voir que c'est bien comme ça que ça marche. On a ici une certaine pression, je vais donc te montrer que cette pression est indépendante de la quantité d'eau qu'on a dans ce bassin. Et pour ça, je vais te proposer donc de faire quelques manipulations. Je vais commencer par utiliser ici un bassin de plus petite taille, percé d'un trou ici, que je vais donc enfoncer dans l'eau ici. Alors puisqu'il y a un trou, l'eau va y rentrer, voilà. Il y a une certaine résistance au départ, mais voilà, il suffit d'attendre que l'eau remonte. On arrive à l'équilibre, bien sûr, grâce au trou qui est là. Donc voilà, tu peux bien imaginer que pour le moment, la pression qui est ici au fond n'a pas changé. Ce n'est pas la présence de ces parois toutes fines ici de ce deuxième bassin qui change quoi que ce soit. Et voilà, maintenant que c'est fait, je vais boucher ce bassin d'un petit bouchon ici. Tu peux bien imaginer que toujours rien n'a changé, bien sûr. Alors je vais maintenant imaginer que je fixe ce bassin avec des systèmes de fixation ici, donc les bassins ici sont solidaires, et je vais amener ici un tuyau qui va me permettre d'aspirer toute l'eau contenue dans ce bassin de plus petite taille ici. Donc voilà, je vais faire ça, puisque rien ne bouge, forcément la pression qui est ici n'a toujours pas changé, et on arrive donc au constat que effectivement la pression qui est ici au fond du bassin ne dépend pas de la quantité d'eau qu'il y a dans le bassin. On a tout simplement une pression qui est due à la hauteur d'eau qu'on atteint dans le bassin, mais pas la quantité d'eau. Ce n'est pas dépendant directement de la quantité d'eau. Alors on peut pousser ce raisonnement en se disant qu'on aurait pu faire l'expérience avec un bassin un peu plus grand ici. Je peux repousser ici le bord du bassin, par exemple jusque contre l'autre bord ici, de manière à ce qu'il ne reste plus d'eau, et donc ces bords-ci, je peux même les éliminer. On obtient comme ça un réservoir qui a une forme de L. Pourquoi pas? On ne voit toujours pas pourquoi la pression ici aurait changé. Et de même, je peux très bien agrandir le bassin par ce côté-ci, et je vais l'agrandir de manière à laisser ici une toute petite colonne d'eau, une petite paroi d'eau ici qui a quelques centimètres de large. Et voilà, de nouveau, on a fait les choses progressivement. On ne voit pas trop comment la pression ici aurait pu changer. La pression qu'on a au bas de cette colonne d'eau, il n'y a pas de souci, ce sera toujours ρGH, et on ne voit pas trop comment elle a pu changer ici. Alors, ça paraît malgré tout un peu paradoxal. On a ici une hauteur d'eau qui serait par exemple de 30 cm. Ici, on a une hauteur beaucoup plus grande, mais la quantité d'eau qui est ici, on se demande comment est-ce que cette quantité d'eau-là peut déterminer la pression qu'on a ici. C'est quelque chose qui peut paraître paradoxal, tout simplement parce que la masse de l'eau que j'ai dans cette colonne peut être extrêmement réduite, bien sûr. Même si cette colonne ici fait plus d'1 mètre de haut, il suffit qu'elle soit très étroite pour contenir très peu d'eau, et donc la masse est très très faible. Mais malgré cette masse, c'est bien cette hauteur-ci qui détermine la pression. C'est donc le principe de Pascal qu'on voit apparaître là. Alors pour bien comprendre ça, parce que c'est tout de même paradoxal, c'est pas si facile que ça à appréhender,
Pourquoi est-ce que c'est cette hauteur d'eau qui détermine finalement la pression à tout endroit ici dans le bassin? Pour le voir, je vais faire un zoom ici de cette zone ici où on voit la colonne ici et le bassin de faible profondeur ici. Je vais représenter ça donc en faisant un zoom avec une représentation donc à l'échelle microscopique, très schématique bien sûr, hein. Donc voilà la colonne d'eau de hauteur H avec les molécules d'eau qui sont en agitation thermique ici et qui vont me permettre de reparler de la notion de pression. Hein. Quelle est l'origine de la pression? Eh bien, l'origine de la pression, c'est tout simplement les chocs. Hein, si je prends ici une paroi du bassin, s'il y a une pression sur cette paroi, ben c'est parce que les particules, les molécules d'eau ici, viennent taper de manière répétée pour former une force qui semble être une force constante, une force qu'on va exprimer donc au travers de ce concept de pression. Par exemple, si je prends ici un certain niveau d'eau, je peux dire qu'il y a une pression qui est due au choc ici des molécules d'eau. Mais on avait vu auparavant dans la séquence consacrée à la pression atmosphérique que ces chocs ici créent une force qui, au final, crée une force constante donc, qui est donnée par le poids de toutes les molécules d'eau qui se trouvent ici en haut. C'était très important de comprendre ça. La pression qui crée ici, ça va être le poids d'eau ici, divisé par la surface de cette colonne. C'est bien la force qui est due ici à ces molécules. Il faut bien percevoir ces deux points de vue sur l'origine de la force. D'une part, les chocs répétés ici, très rapides, qui provoquent en moyenne une force constante. Si je prends cette force et que je la divise par la surface, j'ai la pression. Mais cette force est aussi donnée par le poids de toutes ces molécules d'eau. Si tu ne comprends pas bien ça, je t'invite à aller revoir la séquence consacrée à la pression atmosphérique. J'ai essayé d'expliquer ça très clairement. Donc voilà, on a bien ici une pression. Je vais revenir ici sur l'interprétation de la pression comme étant due au choc. Alors ces chocs ici créent la force qui, divisée par la surface, me donne ρGH. L'origine de cette formule, c'est précisément le poids de toutes ces molécules d'eau. Mais voilà, puisque ces molécules ici restent en position, toutes les molécules qui sont ici en haut, elles reposent sur les molécules qui sont en bas. Ça veut dire que les molécules qui sont en bas ici exercent une pression suffisante pour les maintenir là-haut. Ça veut dire que les molécules qui sont ici, qui maintiennent les molécules du haut, exercent exactement la même pression que celles-ci exercent vers le bas. On a bien un équilibre des forces, ce qui signifie que la pression ici exercée vers le haut, au niveau de cette ligne, est exactement égale à la pression exercée vers le bas. J'ai un équilibre. Si ce n'était pas le cas, si la pression était plus haute ici que là, l'eau voudrait descendre, on ne serait pas à l'équilibre. Comme on est ici dans un régime statique, l'eau ne bouge pas, sauf à l'échelle microscopique bien sûr. L'eau ne bouge pas, tout est bien stable, ça veut dire qu'on a équilibre des pressions. La pression vers le haut est égale à la pression vers le bas. Et ceci est vrai le long d'une ligne verticale. Par exemple, je vais analyser ici la pression ρGH qu'on a ici au fond du bassin, puisque je suis à une profondeur H. La pression qui est ici, je peux l'interpréter comme étant due au choc répété des molécules sur le bas, mais je peux bien sûr l'interpréter aussi comme étant due au poids de la colonne d'eau. C'est le point de vue des chocs qui va m'intéresser ici, pour, de nouveau, dire, comme j'ai dit ici, que la pression s'exerce autant vers le haut que vers le bas. Et ici, je vais dire que la pression s'exerce autant vers la droite que vers la gauche, que vers le haut que vers le bas. La pression est isotrope. Elle s'exerce de la même manière dans toutes les directions. La pression qu'on a ici, elle est due au mouvement des particules, à la vitesse des particules qui donnent des chocs. Il est clair que la vitesse est aussi distribuée. La vitesse apparaît dans toutes les directions, tu le vois, c'est une agitation thermique sans direction privilégiée. Il y a autant de particules qui touchent, qui vont vers le bas, qu'il y a des particules qui vont vers la droite, qui vont vers la gauche, etc. Tout ça pour dire que le long de cette ligne ici, la pression vers la gauche ici est exactement la même que celle vers le bas. Le choc des particules sur une paroi serait exactement de la même force. J'aurais bien la même pression vers le bas que vers la gauche. Et donc je peux comme ça choisir une deuxième ligne ici. Il est clair que les particules qui sont de ce côté-ci, elles ne bougent pas ici. Vers la gauche, j'ai bien équilibre, je suis en régime hydrostatique. Ça veut dire que la pression que j'ai du côté de la ligne ici est la même que de ce côté-ci. Les particules poussent autant vers la droite, les particules de gauche ici poussent autant vers la droite que les particules de droite ne poussent vers la gauche. Et je peux dire la même chose ici, au-delà de cette ligne bien sûr. Les particules qui sont ici, qui subissent
et qui provoquent la même pression que celle-ci, ben vont être équilibrées avec les particules qui se trouvent de ce côté-ci. Et ça veut dire que la pression qui est exercée de ce côté-ci est égale à la pression de ce côté-là. Et je peux comme ça aller de proche en proche, raisonner de ligne en ligne comme ceci. Tout ça pour te dire que la pression ici, au fond du bassin, ça vaut ρGH, tout simplement, jusqu'au fond du bassin. C'est grâce à l'origine microscopique de la pression, le fait que la pression s'exerce de manière isotrope dans toutes les directions, qui donne donc cet effet. C'est vraiment ce principe-là. Il faut comprendre cette idée de pression due aux chocs, les chocs qui se font à partir de l'agitation thermique dans toutes les directions. Et ça, c'est le principe de Pascal. Le principe de Pascal est illustré avec cette formule qui dit effectivement que la pression hydrostatique ne dépend que de la hauteur de liquide sous laquelle on se trouve. Quel que soit l'endroit où on se trouve ici, que le bassin soit limité à une colonne comme ceci, ou non, si le bassin était plein, j'aurais tout simplement la même pression. Donc on voit que ce n'est pas dépendant de la quantité d'eau qu'il y a au-dessus d'un point donné, c'est tout simplement dépendant de la hauteur d'eau que je trouve dans l'eau qui provoque la pression ici à laquelle je m'intéresse. Voilà. Donc c'est le principe de Pascal, c'est ce qu'on appelle le principe de Pascal. Donc à cette formule, on associe l'idée que la pression se répartit de manière uniforme partout. À une hauteur donnée, la pression sera la même partout. Grâce à cette idée de communication de proche en proche ici de la pression se répartit à une hauteur donnée de manière complètement uniforme. Voilà, c'est le principe donc de Pascal que Pascal a illustré avec une expérience donc qu'on appelle l'expérience du crève-tonneau de Pascal. Pourquoi crève-tonneau ? Eh bien tout simplement parce que cette expérience se basait justement sur un tonneau qui se brisait sous l'effet de la pression. Ce tonneau brise sous l'effet de la pression qui est provoqué ici par un tube qu'on met donc au-dessus du tonneau. Tu sais que les tonneaux ont toujours un trou ici pour pouvoir les vider, bien sûr. À la place du bouchon, ici, on enlève le bouchon et on met un tube. Alors ici, c'est un tube métallique assez épais, donc il n'y avait pas beaucoup d'espace dans ce tube. Le trou du tube ici avait sans doute quelques centimètres, disons 2-3 centimètres de diamètre. Ça veut dire que le volume qu'il contient est très faible, et donc on place ce tube. Au départ, il est vide, le tonneau est plein, mais il est fait pour tenir la masse d'eau ici qu'il contient, ce tonneau, bien sûr, c'est fait pour. Mais quand on remplit ce tonneau ici avec très peu d'eau, puisque je répète, le tube n'était pas bien épais, le diamètre intérieur de quelques centimètres, ça veut dire qu'avec 1 litre, 1 litre et demi, 2 litres éventuellement, on pouvait remplir tout ce tube, toute cette colonne d'eau. Et cette colonne d'eau arrivait sur une certaine hauteur, 2-3 mètres, je ne sais pas, et donc on avait ici un H important qui provoquait une pression hydrostatique importante. Alors si la hauteur de la colonne totale est de l'ordre de 3 fois la hauteur d'un tonneau, ce qui est à peu près le cas sur cette image, ça veut dire qu'on triplait la pression. Et tripler la pression pour un tonneau en bois, ce n'est pas évident. Les tonneaux, dans les démonstrations de Pascal en tout cas, éclataient véritablement. C'est ce qu'on voit sur cette image. On voit que les lattes qui forment le tonneau se séparent et l'eau passe de partout ici. Le tonneau est tout simplement crevé. C'est l'expérience du crève-tonneau de Pascal. Alors voilà, c'est une expérience qui est assez spectaculaire. Essayez de bien comprendre l'aspect spectaculaire de cette expérience. On est ici avec un tonneau qui semble être un objet malgré tout costaud, et on vient briser ce tonneau à l'aide d'une quantité d'eau qui paraît dérisoire. On a ici une cruche avec 1,5 litre, 2 litres tout au plus d'eau pour remplir ce tube. On reverse l'eau et le résultat de la présence de l'eau ici, c'est que le tonneau éclate tout simplement. C'est assez paradoxal, c'est pourquoi cette expérience a eu pas mal de succès, elle était considérée comme spectaculaire, donc par ce côté paradoxal. Voilà, tout ça pour dire, c'était une illustration de cette formule. La pression dépend de la hauteur et non pas de la quantité d'eau. La quantité d'eau est très faible, mais la pression, elle, est très importante parce que la hauteur, elle est considérable. Voilà. On va continuer maintenant. On va voir que ce principe de Pascal a d'autres conséquences. On va encore s'amuser ici avec les deux bassins imbriqués
l'un dans l'autre. Alors comme tu as vu, hein, je l'ai repris ici, j'ai repris un bassin plus petit que le grand bassin initial. Alors je vais faire ça tout simplement pour manipuler ce bassin. Je vais voir ici ce qui va se passer en agrandissant cette partie, cette colonne d'eau là. Hein, voilà, j'agrandis le bassin pour former une espèce de vase ici qui contient une assez grande quantité d'eau. Voilà, tu peux imaginer qu'ici on a toujours la même pression, hein, c'est toujours ρGH, on a bien la hauteur H ici de chaque côté. Et donc je vais également agrandir celui-ci, mais moins. Hein, j'ai ici un récipient, un autre vase qui contient de l'eau, qui a une hauteur H, mais qui est plus petit. Alors, en analysant ça, tu pourrais être tenté de dire que puisqu'il y a plus d'eau là, ça va peser plus lourd ici que là, et donc on pourrait s'imaginer que le système va se déséquilibrer, que le niveau va descendre ici, hein, au profit de celui-ci qui pourrait monter. Mais il n'en est rien, bien sûr. Hein. Grâce au principe de Pascal qui dit que la pression ne dépend que de la hauteur, il est clair qu'on a la même pression de ce côté-ci que de ce côté-là, et il n'y a aucune raison d'avoir un transfert de masse. Alors pour te montrer ça, hein, je vais abaisser ici encore le niveau pour faire en sorte que ces deux vases finalement deviennent reliés par un tuyau. Hein, ils deviennent comme deux vases reliés simplement par un tuyau, et donc je vais arrondir même les bords ici pour voilà, qu'on puisse facilement imaginer qu'il s'agit d'un simple tuyau qui relie ces deux vases. Et donc je vais mettre ici un petit bouchon, voilà, comme si c'était une petite vanne ici, j'empêche l'eau de passer de gauche à droite et de droite à gauche. Alors, pas de problème, hein, je peux laisser ceci, donc on va supposer que ce petit bouchon est suffisamment solide pour pouvoir venir mettre de l'eau de ce côté-ci. Alors je vais verser de l'eau, voilà, le niveau monte forcément puisque l'eau est bloquée là. Je suis monté donc d'une certaine valeur que je vais appeler delta H, puisque c'est une variation de la hauteur H, c'est delta H. Ce qui m'indique bien sûr que de ce côté-ci, maintenant, la pression est plus importante que de l'autre côté. Puisqu'ici, j'ai la hauteur H plus delta H, je dois modifier la formule en mettant H plus delta H ici. C'est ce que je fais. Ici, j'ai une pression qui pousse sur le bouchon, hein, qui est ρG H plus delta H. Alors que de l'autre côté, j'ai toujours la hauteur H, c'est-à-dire que j'ai la pression ρGH, qui est plus faible, bien sûr, puisque là, je n'ai pas le delta H de ce côté-là. Et donc, bien sûr, le bouchon maintenant est poussé ici, vers la gauche. Hein, c'est inévitable, et s'il n'est pas assez costaud, ou si je le retire, eh bien clairement, l'eau ici va avoir tendance à passer dans le grand bassin. Hein, le niveau que j'ai mis ici ne va pas être maintenu, hein, c'est ce qu'on va voir tout de suite, il va y avoir équilibrage bien sûr. Et ça s'arrête bien sûr au moment où je retrouve les mêmes niveaux. Pourquoi les mêmes niveaux? Parce que dans ces conditions-là, quand j'ai le même niveau ici, j'ai la même pression de part et d'autre du trait pointillé que je viens d'introduire ici. J'ai la même pression là que là, et donc l'eau n'a plus aucune raison de bouger. Je pourrais remettre mon bouchon ou pas, ça ne change rien. La pression est la même de part et d'autre de ce trait. Et ça, c'est le principe des vases communicants. Si on met deux vases qui sont en communication par un tuyau, comme ici, les deux vases seront d'office au même niveau. C'est ce qu'on appelle donc le principe des vases communicants. C'est un principe qui est bien pratique, précisément pour pouvoir assurer des niveaux équivalents. Par exemple, pour réaliser les fondations d'une construction, telle qu'une maison ou autre, on utilise ce type de vase communicant pour s'assurer que les niveaux d'un côté à l'autre du chantier soient les mêmes. C'est quelque chose qui était déjà utilisé dans l'Antiquité, notamment par les Égyptiens, pour la construction de leurs temples. Voilà. Alors ces vases communicants peuvent être de toutes formes, bien sûr. Le tuyau ici qui relie les deux peut très bien avoir n'importe quelle forme. Voilà, j'en présente un très original ici, qui a l'intérêt de montrer ici un méandre ici qui va plus haut que la surface de l'eau. C'est une situation qui va être intéressante, on va s'amuser avec ça, et avec le principe de Pascal. Donc voilà, j'ai ici la ligne qui m'indique la ligne de pression atmosphérique, P atmosphérique ici. Pourquoi la pression atmosphérique? Parce que l'air arrive là, et l'air, il est bien à la pression atmosphérique. À la surface de l'eau, je suis bien à la pression atmosphérique. Et d'après le principe de Pascal, la pression, du moment qu'on est à la même hauteur, voilà, je suis ici à la même hauteur partout dans le liquide,
hein, la hauteur de liquide est ici, ici c'est la même hauteur. J'ai la même pression partout. Ici, j'ai la pression atmosphérique. Ici, j'ai aussi la pression atmosphérique. Et voilà, donc on peut se poser la question de savoir ce qui se passe ici. Que vaut la pression en ce point-là, à une hauteur que je vais appeler H1 ici, pour la différencier du H, hein, que j'ai d'habitude. H1, c'est la hauteur de ce méandre ici, du tuyau. Que vaut la pression ici au sommet, hein, de ce méandre? C'est la question que je me pose. Ben, c'est pas très compliqué, hein. On sait que si on a cette pression, ben, on sait que la pression qu'on a ici, plus le poids de cette colonne d'eau, hein, le poids de cette colonne d'eau divisé par la surface, c'est-à-dire la pression due à cette colonne d'eau, eh bien, ça me donnera tout simplement la pression que j'ai ici, c'est-à-dire la pression atmosphérique. La pression atmosphérique est égale à la pression que je ne connais pas, plus ρGH1. Et donc, je vois que la pression que je ne connais pas, bah maintenant je la connais, puisque je sais que c'est la pression atmosphérique, moins ρGH1. Il me suffit de mettre ρGH1 ici, dans l'autre membre. Et je vois donc que j'ai bien ici la pression atmosphérique, moins ρGH1. Hein, c'est pas très facile à appréhender, ça, hein, mais voilà, c'est pour ça que je te propose ceci d'ailleurs. Hein, c'est pas toujours très facile à comprendre, mais si on a une colonne d'eau ici, qui crée une pression ρGH1, et que en bas de cette colonne, on est à la pression atmosphérique, ben, force est de constater que la pression qu'on a ici, c'est bien la pression qu'on a à ce niveau-ci, moins la pression de la colonne. Tout simplement parce que cette pression-là, plus la pression de la colonne, c'est-à-dire ρGH1, ça fait bien P atmosphérique. Hein, c'est assez évident, une fois qu'on se penche sur le problème, c'est assez clair, mais on voit donc qu'il faut parfois retirer des pressions, hein, les pressions négatives. Hein, c'est en quelque sorte cette situation-là que j'ai voulu présenter ici. Alors voilà, si la pression est plus basse que la pression atmosphérique, ce qui est une évidence, ici, la pression est plus basse que la pression atmosphérique. C'est-à-dire que s'il y a un petit trou dans le tuyau que je viens de faire apparaître ici, ben, l'air va s'engouffrer, bien sûr. La pression atmosphérique est plus forte que la pression de l'eau. Et donc l'air va s'engouffrer, c'est ce qui va se passer maintenant. L'air s'engouffre jusqu'où? Mais bien sûr, jusqu'à ce qu'on ait ici un équilibre. On retrouve ici un vase communicant avec les mêmes niveaux de chaque côté à l'équilibre, et de même ici un vase communicant avec les mêmes niveaux à l'équilibre. Voilà. Donc ça c'était un aspect des choses. Maintenant je vais revenir à mon système ici de vase communicant et je vais m'intéresser plutôt à un niveau bas ici de la pression. Je vais prendre ici un trait, je m'intéresse à la pression là. Là c'est pas très difficile, on a la pression atmosphérique ici, on sait qu'il faut ajouter à cette pression atmosphérique la pression due à cette colonne d'eau, c'est-à-dire ρGH, P atmosphérique plus ρGH, c'est la pression que j'ai là. Et cette fois bien sûr, je vois que la pression est tout simplement plus élevée que la pression atmosphérique. Ça veut dire que si je coupe le tube ici, si je me débarrasse de ce deuxième réservoir ici, ben, je vais me retrouver avec de l'air ici à la pression atmosphérique, et ici je me retrouve avec de l'eau à la pression atmosphérique plus ρGH, ρGH étant donné donc par cette hauteur H là, la hauteur du niveau d'eau que j'ai là. Et bien sûr, ça ne peut pas durer. Bien sûr, si la pression de l'eau est plus forte que celle de l'air, ben, l'eau va venir envahir ici l'atmosphère et ça va faire un beau jet. Hein, ceci, c'est le principe du siphon, tout simplement. Le principe du siphon qui permet donc de vider un réservoir, même avec un tuyau ici qui passe plus haut que la surface ici de ce réservoir. C'est quelque chose qui peut paraître assez contre-intuitif. De nouveau, on a un tuyau ici qui passe plus haut, mais qui permet malgré tout de vider ce réservoir. Alors ça, c'est précieux. Hein. Si un jour tu remplis, plus tard, si tu remplis le réservoir de ta voiture qui fonctionne avec un moteur diesel, si tu le remplis avec de l'essence, ben, tu as intérêt à vite le vider. Et pour le vider, ben, ce n'est pas si facile que ça. Mais une des techniques, ben, c'est le siphon. Tu mets un tuyau dans le réservoir. Alors le réservoir, ben forcément, il est plus bas que l'embouchure du réservoir. Hein, donc on va avoir une situation comme ceci, où le tuyau ici va venir par plus haut. Ben, il va venir tout de suite dans le réservoir. Voilà, hein, j'ai modifié le schéma. Et voilà, donc une fois que le tuyau est là, ben, il faut aspirer bien sûr ici au bout, hein, ce que tu peux faire avec la bouche en te dépêchant, hein, parce que si tu as de l'essence dans la bouche, ben, c'est pas conseillé, hein, c'est toxique. Mais bref, on passe ces détails-là. Si le niveau, si l'essence ici peut avancer dans ce tuyau en aspirant, dès que tu arrives à ce niveau-ci, tu as équilibre des pressions. Hein, ici, qu'est-ce qui va se produire? On a une pression ici, qui est la pression atmosphérique,
ici, tu arrives avec la pression atmosphérique. Dès que tu dépasses ce niveau-ci, tu as une colonne d'eau ici qui est plus grande, qui va faire que la pression ici sera plus grande que la pression atmosphérique, et le liquide va tout à coup apparaître avec une certaine force, et ça va remplir ici le bidon pour récupérer l'essence que tu as mis dans un réservoir de moteur diesel. Voilà, hein, c'est le principe du siphon. Voilà, le principe du siphon, donc, qui quelque part est lié à cette notion de principe de Pascal. La pression dans un liquide est la même, hein, pour autant qu'on est à un niveau donné. La pression dans un liquide dépend tout simplement du niveau où on se trouve, et voilà ce qui est présent dans la formule de la pression hydrostatique ρGH qu'on a analysé maintenant un certain nombre de fois. Voilà, je te remercie pour ton attention et à très bientôt.